Nous allons questionner le devenir de l'architecture. Si les lois sur l'architecture restent fantastiques, elles ne permettent plus aujourd'hui aux jeunes générations d'accéder normalement, facilement à l'architecture. Il nous faut un dialogue entre générations. On cède à un certain fatalisme chez les jeunes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à offrir à tous ces jeunes qui ont plein de talent pour parler, mais aussi pour faire? Qu'est-ce qu'on leur offre? On voudrait que la parole vienne de toutes les générations d'architectes présentes aujourd'hui et qu'elle soit écoutée et entendue. Donc Frédéric Lemaigre, personne n'est parfait, je ne suis pas architecte non plus. Je serai votre modulateur pour cette journée avec Claire Maillot, qui est ici. Il y avait cette image que l'organisation a souhaité mettre, donc je crois qu'il faut toujours on va repartir des images plutôt que de parler des concepts de devenir. Donc je trouvais curieux qu'on vous accueille et qu'on vous souhaite la bienvenue avec une image de destruction. Le bâtiment s'écroule, on voit apparaître un paysage qui n'en est pas vraiment un. Et c'est bien la question du devenir, parce que le devenir, c'est bien la question de l'horizon. Cette espèce de destruction, je ne vois pas pourquoi elle serait irréversible. Tous mes remerciements pour cette invitation. Le ministère de la Culture répond aussi sur l'intérêt générationnel. J'ai commencé à définir ma pratique dans ce contexte de crise économique. C'est dur pour notre génération, mais ça a été aussi dur pour d'autres générations. Donc on ne peut pas réduire ça à la crise, mais plutôt à un contexte global. Peut-être qu'on oublie une autre crise un peu plus majeure, plus essentielle, qui est une sorte la crise environnementale, qu'on ne peut pas effacer juste avec une reprise économique. Mais quand la crise est arrivée, ça nous a exigé d'être très professionnels, parce que nous a permis de faire architecture plus créative. Je vois aux Pays-Bas que la crise a fait que le segment milieu disparaît. Il y a plus de grandes agences et encore très peu de petits qui ont des grands budgets et des grands clients. Et en Espagne, nous regardons France avec un peu d'admiration. Nous n'avons pas de politiciens très intéressés pour l'architecture non plus. Il y a la volonté du peuple qui s'exprime par l'intermédiaire des élus. Et il y a cette notion de passeur, c'est aussi un élu qui a envie d'architecture, qui communique l'envie à une équipe municipale, qui promeut cette architecture et qui fait que les associations ont toute leur part, je dirais, dans le dialogue et dans l'organisation, je dirais, de la ville. La ville n'est pas, on disait, mais à qui appartient le logement ? Le logement, il appartient aux riverains. Il n'appartient pas à celui qui habite à l'intérieur. L'architecture, elle doit être... tout le monde doit être convaincu, et encore en premier lieu les décideurs avant les architectes. On voit bien que les architectes, ils en sont convaincus de manière... ils le portent de manière passionnée. Mais s'il n'y a pas en face un interlocuteur qui est convaincu de l'architecture, ça ne marchera pas. Et le maire n'est pas contrôlé, puisqu'on est dans une décentralisation depuis 30 ans. Donc c'est lui le premier responsable de l'organisation de sa commune. Donc s'il fait les choses à l'envers, c'est de sa responsabilité, et la prochaine fois, il ne sera pas réélu, c'est tout. On parlait des architectes responsables, mais il y a des maires responsables aussi. Donc je voudrais être un peu plus positif, arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, il y a même des solutions extrêmement terre à terre, on va dire, mais dans son petit village de 600 habitants, qu'est-ce que je peux imaginer ? C'est d'éviter l'étalement urbain dans les petits villages ruraux et de travailler sur toutes les dents creuses, tous les projets centre-bourg, avec des proportions de logements sociaux obligatoires. Ça fait 12 ans que je suis sous-préfet. C'est de faire rencontrer l'architecture contemporaine, j'insiste, car nous sommes dans un pays qui a une vision patrimoniale et parfois maréchaliste de son histoire en termes d'architecture. Il n'est bonne l'architecture qu'ancienne. Le permis de construire, qui est compliqué probablement, n'est finalement pas si exigeant que ça, et a permis de faire beaucoup de choses
l'aide dans notre pays. Donc je regrette le peu d'appétence de mon pays, y compris de sa haute administration, pour la qualité architecturale, pour tous. Je regrette que les architectes se soient à ce point éloignés de la commande privée, en particulier de la maison individuelle. J'y vois une forme difficile de vivre en France, que le représentant de l'État, avec de petits moyens, arrive de temps en temps à infléchir avec des jeunes architectes plus particulièrement. Le premier combat qu'on doit mener, c'est ce d'abattre une prétention intellectuelle de se vouloir sachant ou avoir une dimension intellectuelle qui nous pose au-dessus des choses et que peut-être nous l'éloigne un petit peu du réel. L'architecture est un langage qui exprime notre rapport au monde, et que ce langage, s'il n'y a que les architectes qui le maîtrisent, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que de l'autre côté, l'usager, l'habitant, le citoyen comprennent le langage qui est transmis à travers l'architecture et puissent s'exprimer à travers ce langage. On est dans un contexte où on suffoque. Dire que l'architecte va sensibiliser les élus, certes, mais vous n'en voudrez pas à la jeune génération de ne plus trop croire qu'il n'y a que l'intervention par en haut qui va résoudre la chose. L'obsession pour un représentant de l'État, c'est de transmettre à des générations qui s'interrogeront plus tard et nous diront « mais qu'avez-vous fait pour nous ? Quelle est la qualité du bâti ? Quel patrimoine vous nous avez laissé, que vous avez construit ? Ok, vous avez récupéré celui du 18e et du 19e et début du 20e, mais le vôtre, qu'aura-t-il été ?» Je vais dans un petit pays contradictoire, avec beaucoup de contradictions, même à niveau politique international, qui m'avait carrément obligé à partir pour découvrir autre chose, parce qu'en Suisse, l'architecture n'est pas quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qu'on fait tout simplement parce que c'est un bien de consommation qui est lié à des politiques financières qui sont complètement différentes de celles de la France et font que c'est un bien qu'on traduit par génération. En France, j'ai découvert justement que la clé est toute liée à la question qu'aujourd'hui, l'architecture sont bien de consommation. Et comme tous les biens de consommation, ils sont complètement vides de sens parce qu'ils sont dédiés à disparaître. Le projet, il vit au-delà de l'ouvrage. Parce qu'il peut avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. On connaît des bâtiments comme ça qui sont reconvertis depuis des siècles. Et que ça, c'est à ça qu'on reconnaît une œuvre architecturale. C'est qu'elle est faite pour vivre dans la durée. L'architecture, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter de minimiser. Il faut arrêter de vouloir minimiser l'architecture à un acte de consommation. C'est exactement le contraire. On est en train de la minimiser à tel point qu'elle n'existe plus. Donc on mérite ce qu'on a. On le mérite fortement. La qualité architecturale vient de la qualité d'abord de la commande. Et pour que la commande soit qualifiée, il faut qu'elle soit structurée par une pensée qui est forcément pluridisciplinaire. Si je prends des trucs très, très célèbres, la Piazza del Campidoglio par Michel-Ange, c'est que la commande des papes, elle était très précise. Je ne dis pas dans la forme, dans la formulation, mais ce qu'il fallait on parlait de sens, ce qu'il fallait que ce projet signifie. Autrement dit, la politique, c'est d'abord le sens. Les commandes, que les commandes doivent être claires. Et je ne suis pas sûr, parce que bien souvent, quand les commandes sont très claires, on n'a pas la possibilité de réagir ou de proposer des différentes possibilités. Je pense que les commandes doivent être ouvertes. Comment établir une commande à la fois précise, mais peut-être qui laisse un champ d'intervention assez large à l'architecte? C'est-à-dire comment concilier la visée politique, le respect de certaines normes qui, de fait, s'imposent, et la liberté pour l'architecte, peut-être, d'innover aussi? En France, les normes définissent précisément les choses à exécuter. C'est-à-dire que moins par la dernière réglementation thermique, mais avant, on nous définissait où il y avait l'isolant, la taille de l'isolant, des choses comme ça. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, simplement, la norme correspond à des objectifs en disant, ben voilà, votre bâtiment doit ne pas dépasser telle consommation annuelle. On gagne un concours sur une image et que tout va très vite et que cette image, en un mois, elle devient un permis de construire. L'image numérique a pris une place tellement importante que finalement on fige le projet à un stade où au contraire on devrait l'amorcer, on devrait le faire vivre, etc. Le projet se trouve esclave de ces concours sur Esquisse Plus ou APS
Donc ça, déjà, je pense que c'est pas bon. Pas pour l'accès à la commande des jeunes architectes, pour l'architecture en général. En France, le concours va figer les choses. Je représente la commande publique domestique. Celui qui passe commande est en creux, mais omniprésent. C'est le fantôme de votre œuvre. On m'a présenté comme français, ce qui est vrai dans le sens où je suis français d'adoption. Je ne vis en France que depuis 8 ans en réalité. Je suis tunisien de naissance, méditerranéen de mémoire, mais français de cœur et d'adoption. Et quand j'entends parler de l'État policier, etc., enfin, je ris doucement dans le sens où il faut voir ce que ça provoque, hein, un État policier, une surréglementation, ce que ça provoque comme société, ce que ça provoque comme idéologie, ce que ça provoque comme architecture. Si on veut tout déréglementer, ça me rappelle un petit peu la légende du lion édenté. Vous savez, ça rugit, mais ça fait peur à personne. Mais complètement déréglementé, c'est encore pire. C'est des dents sans le lion derrière, en fait. Hein. C'est un État complètement utopique. Je pense qu'un des moyens fondamentaux qu'il faut travailler, c'est la question de la rencontre, du lieu de débat, du lieu d'échange. Des lieux de rencontre où les élus et les architectes débattent d'un projet concrètement, de savoir qu'est-ce qu'attend le maître d'ouvrage et qu'est-ce que peut apporter l'architecture à sa réponse. Le talent est totalement collectif, collectif au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, collectif au sein d'une agence et même collectif au sein de la société. C'est-à-dire que l'architecte sera puissant s'il partage. Ce qui apparaît dans les institutions, c'est la nécessité d'impliquer les usagers dans les prises de décision. Ça c'est clairement apparu dans les 3 grosses municipalités espagnoles, à Madrid, à Barcelone et à Valence, où je suis. Et pendant toute cette période de crise, il y a eu un travail de terrain qui a été fait par énormément de collectifs et qui a permis de recréer le lien avec les habitants. On a parlé beaucoup de philosophie, d'art, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se resituer dans cette notion de service que l'on rend pour les autres, pour les citoyens ? En réel, qu'en effet, semble se présenter avec une dimension assez bipolaire entre la gestion du PIB national qui construit, défiscalise, et défendre le cadre de vie des gens. Et tout ça, en effet, on a à choisir ou pas de la commande des demandes qu'on doit satisfaire comme les prestataires de services, d'où on n'y reconnaît pas du tout de la qualité. En effet, il ne faudrait même pas dire oui, il faudrait même refuser de faire, mais on ne peut pas. Moi, j'aime bien cette notion de venir grignoter par en dessous pour montrer à quoi on sert, ce qu'on est, quelle est notre compétence, quelles sont nos missions. Et on fabrique ensemble, y compris la mission. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, tous ces jeunes. C'est qu'ils en ont rien à foutre du code des marchés publics et de toutes ces règles qui ont été complètement dévoyées depuis des décennies, et que la commande, il faut la fabriquer avec bon sens, pragmatisme, honnêteté et objectivité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des designers de façade. On n'est pas là pour faire des images, on est là pour faire de l'espace et les construire. Et pour livrer un ouvrage, il faut l'avoir conçu, dessiné et avoir surveillé l'exécution. Les promoteurs ne veulent même plus que les architectes soient sur les chantiers, mais pourquoi ? C'est quand même notre compétence de base, dessiner un projet et le faire sortir de terre jusqu'à la livraison. L'architecte retrouve sa place le plus en amont possible dans le processus et que ce ne soit pas juste de choisir la couleur de la façade, quoi, en gros. Il n'y a pas de projet architecturaux qualifiés sans relation à la forme urbaine ou au paysage, selon le cas. Dans le vignoble bordelais, et ce n'est pas que le Sud-Tyrol, il a fallu qu'il y ait la crise viticole. Il commence à comprendre que l'insertion des bâtiments viticoles, que la prise en charge d'un mythe dans la commercialisation de leur vin, c'était important. Et ça, jusque-là, ça n'existait pas. Bon, je pratique dans le milieu rural, mais pas uniquement. J'ai été amené à travailler dans ce contexte-là parce que jeune architecte, envie de faire des choses. En gros, tout le boulot dans les grandes villes sont pris par les agences installées et finalement, il y a de la demande, il y a du besoin en milieu rural et peu d'architectes qui s'y intéressent. Nous, en tant que jeunes architectes, moi j'ai été inscrite à l'ordre à 25 ans. Quand on est une jeune agence et qu'on aime, je pense, l'architecture, on a envie de toucher à des programmes qui nous donnent envie, des programmes culturels, des médiathèques, etc. Et alors, on se retrouve à se dire, nous allons faire une candidature. Première chose, le chiffre d'affaires. On n'en a pas. La note méthodologique. Mais on n'a pas forcément justement la méthode pour faire la note méthodologique.
la référence construite. C'est même pas la référence imaginée, c'est la référence construite. On ne l'a pas non plus. Nous, tous, architectes, le temps qu'on passe à monter des dossiers de candidature, à faire une note méthodo pour la énième fois en essayant de trouver les 3-4 lignes qu'il faut changer pour faire semblant d'être contextuel, ou toutes ces choses-là, c'est du temps où on ne passe pas à créer, à penser de l'architecture. C'est énormément d'énergie gâchée pour, je prenais l'exemple de l'extension d'une mairie, qui, au lieu d'avoir 12 notes méthodologiques, on pourrait avoir 12 formats A3 qui tentent de donner quelques idées ou sur la manière dont pourrait être cette extension de mairie. Et la deuxième chose aussi qui est absolument essentielle, je pense, c'est que le fait de produire des idées architecturales, de produire des envies, de susciter l'envie architecturale, l'envie d'architecture, c'est aussi quelque chose du coup qu'on peut partager avec le public, c'est-à-dire ce qui a été dit par rapport aux élus qui sont finalement les représentants du peuple, quoi, entre guillemets. Concernant la commande publique, concernant les jeunes agences, ceux qui commencent à pratiquer, la grande problématique à laquelle on fait face, c'est que dans le système français en tout cas, on est tout simplement inexistant. Dans le sens où ce qu'on nous demande, on ne l'a pas. On voit bien que le système des concours correspond après à une élite, une sorte d'aristocratie des agences d'architecture, donc bien rémunérées, etc. Jeune, le concept d'architecte jeune qui au final ne veut rien dire, parce qu'entre 25 et 55 ans, on est jeune architecte. Alors comment on essaye de faire que l'architecte à 35 ans ne soit pas jeune architecte, mais tout simplement architecte? On pourrait imaginer que les acteurs du logement social lancent des appels d'idées auprès des jeunes. Il y a tout à réinventer dans le logement. Si la collectivité est responsable de la compréhension simplement de l'importance du vivre dans un logement aujourd'hui, parce que les choses ont changé dans les familles, etc., ça me paraîtrait quand même la moindre des choses. L'architecte n'est pas quelque chose de statique, c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui pense son époque et qui met ses idées en pratique. On l'a dit, quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on veut acheter une voiture, on va chez un garagiste. Eh bien, on devrait trouver normal que pour une commande d'architecture, on va voir un architecte. Je voudrais simplement vous dire que je suis entré, il y avait de la lumière. Et moi, je ne suis ni architecte ni élu. J'habite Bègles. Je suis membre d'un comité de quartier qui a vu pousser les terres neuves. C'est pas rien sur le plan architectural. Et je mets rien derrière ce rien. Le citoyen a sa place dans le débat. Merci. Juste un mot pour remercier les organisateurs. C'est une super initiative, des journées comme ça. Je trouve qu'on devrait être plus de jeunes. Moi, je me porte volontaire pour essayer de dynamiser, ou en tout cas de faire ce que je peux à mon échelle sur ça. On doit réfléchir, on doit se lier, je pense. Donc le premier truc à faire pour les architectes, c'est de s'engager à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se suffire au projet architectural. Il y a des micro-résistances. Il y a des architectes qui charrettent pour essayer de faire le plus beau projet du monde, essayer de changer les choses à leur échelle. Mais ce n'est pas uniquement à l'échelle du projet en soi qu'il faut agir. Étonnamment, c'est une profession qu'on doit toujours défendre. C'est jamais calme, ça se repose jamais, c'est jamais gagné. Étonnamment, un ingénieur n'est jamais contesté sur son rôle, sur son calcul. L'architecte est toujours contesté, l'architecture est toujours contestée. Donc c'est un métier, une passion qu'il faut défendre. Et donc pour le défendre, rejoignez le syndicat de l'architecture.